Bonjour, je m'appelle Richard Lacortiglia, j'ai été longtemps menuisier et je voudrais vous parler aujourd'hui du séchage qui entraîne des déformations et du retrait du bois. C'est important lorsqu'on veut travailler des bois de pays comme le chêne ou le mélèze en circuit court, de bien comprendre ces déformations pour arriver à réaliser un ouvrage aux dimensions constantes avec des bois qui changent constamment de dimension. Pour comprendre les déformations du bois dans les pays européens, il faut comprendre comment un arbre pousse. En fait, ce que nous allons avoir, c'est au printemps une petite graine qui va germer et qui va sortir de terre. On va avoir du bois de printemps et puis dans nos climats, l'été, on va avoir une couche aussi de bois d'été qui va être une veine plus foncée et plus dure que la veine de bois de printemps qui est en général aussi un petit peu plus large. Chaque année, à partir des couches extérieures, qui sont les couches qui permettent à l'arbre de grandir, qui sont des cellules génératrices des cellules ligneuses et de l'écorce, qui s'appellent le libère et le cambium, chaque année, on va donc avoir du bois de printemps, une couche de bois de printemps, et une couche de bois d'été. Et ainsi de suite pendant toute la croissance de l'arbre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'arbre ne pousse pas par le milieu, mais par des couches extérieures qui se rajoutent année après année. Si on regarde ce qui se passe quand on coupe l'arbre, eh bien, on va retrouver ces cernes avec au départ donc le cœur et puis donc chaque année une cerne de bois de printemps, une cerne de bois d'été, ce qui va permettre, en comptant les cernes à partir du cœur, de connaître l'âge qu'avait l'arbre quand il a été abattu. Donc chaque année, on a une cerne de bois de printemps et une cerne de bois d'été. Je vais en rajouter un petit peu plus pour qu'on puisse voir un petit peu ce qui se passe quand on fait des planches avec un tronc d'arbre. Voilà. Donc pour bien comprendre ces cellules, eh bien, en fait, les cellules ligneuses, si on coupe et qu'on regarde un peu avec un petit microscope, on va avoir des cellules qui sont des tubes un peu aplatis et qui font la hauteur de l'arbre. Dans ces cellules, il y a de l'eau et entre les cellules également. Quand cette eau s'en va, il va y avoir séchage, retrait et déformation. Alors pourquoi déformation? Eh bien on voit que si on prend une planche dans cette partie-ci du tronc, on coupe les cernes de manière perpendiculaire. On va appeler cela du bois radial. Ce bois radial va avoir un retrait dans cette direction de 4% entre un bois complètement vert et un bois complètement sec. Si je prends une planche vers l'extérieur de mon tronc d'arbre, je vois qu'au contraire, je coupe les cernes annuelles de manière presque parallèle à la surface de ma planche. Et là, je vais avoir un retrait dans cette direction-là de 8%. Et on va appeler ça du bois tangentiel. Si on prend une planche dans la longueur de l'arbre, dans cette direction,
le retrait va être uniquement de 1%. Donc on voit qu'il y a des différences très importantes en fonction de l'endroit où on prend une planche ou un madrier ou une poutre, entre la dimension, la variation de la dimension sur la longueur des planches ou en fonction de l'endroit où on a pris la planche dans le tronc d'arbre, à savoir si on a du bois radial ou du bois tangentiel. Et bien sûr, on va avoir un retrait intermédiaire entre 4 et 8%. Donc le cas d'une porte est un cas vraiment important où on veut que les dimensions extérieures de la porte, et en particulier sa largeur et sa hauteur, soient constantes. On voit qu'on a les pommelles ou les gonds d'un seul côté et donc dans le sens de la largeur de la porte, tout le retrait va se retrouver ici. Le menuisier, pour éviter d'avoir trop de retrait, va utiliser à chaque fois qu'il le peut du bois dans la longueur de l'arbre. En prenant du bois sur la longueur de l'arbre, on a vu que le retrait était que de l'ordre de 1% entre du bois vert et du bois très sec, anhydre. Donc on va mettre des montants et des traverses qui vont déjà nous donner des dimensions relativement stables. Ce que l'on voit, c'est qu'il est important de faire des montants étroits avec du bois radial. Le bois radial, on le reconnaît parce que les cernes les fibres sont très proches les unes des autres, alors que quand on est moins radial, on voit qu'on a des cernes qui sont coupées. Là, on est vraiment, par exemple, sur un bois tangentiel où on coupe parallèle aux cernes. Ce bois-là et ce bois-là sont les mêmes, hein. C'est juste la manière dont le bois a été coupé dans la section de l'arbre qui font les différences. Donc, on prend du bois radial où on n'a que 4% de retrait, contrairement à du bois tangentiel où on va avoir 8% de retrait dans cette dimension-là. Et si on calcule, on se rend compte que, mettons que la porte fasse 1 mètre de large et que les montants fassent 10 cm, eh bien on voit que sur les deux montants, donc 20 cm, 4% sur 20 cm, ça fait autant que 1% sur 80 cm. Donc on voit l'importance de faire des montants étroits avec du bois radial, puisque le retrait dans la largeur de la porte, il est autant dû le retrait des deux montants qu'au retrait de la traverse. Comme on a pris le bois radial pour faire les montants, on peut prendre du bois un petit peu moins radial, entre le bois radial et le bois tangentiel, pour faire les traverses. En fait, ce qui se passe, c'est que comme la traverse est tenue par des tenons et dans des mortaises, il n'y a que la partie haute, la moitié haute, qui va jouer sur la dimension extérieure de la porte. Donc, même si le retrait dans cette dimension-là est plus important que si on prend du bois radial, eh bien comme il n'intervient que sur la moitié de la hauteur, on peut faire des traverses beaucoup plus larges, ce qui donne de la place pour faire les assemblages tenons-mortaises entre les montants et les traverses. Et puis comme on a utilisé le bois radial et le bois un peu moins radial, il va nous rester du bois tangentiel. Ben, ce bois tangentiel, on va l'utiliser pour des panneaux. Ces panneaux vont coulisser librement dans des rainures, par assemblage rainures et languettes, ce qui fait qu'au fur et à mesure où il y a des variations d'humidité dans la pièce, eh ben, les panneaux vont sortir ou rentrer et ne vont pas jouer sur les dimensions générales de la porte. Lorsqu'on a besoin de grosses sections, par exemple pour faire un poteau, une poutre, une solive, il arrive très souvent qu'on va avoir le cœur dans notre section. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on regarde, par exemple, les cernes du bois sur l'axe de notre morceau de bois, on voit que là, je suis sur du bois qui est complètement radial. De nouveau, je coupe mes cernes de manière perpendiculaire. Si je regarde ce qui se passe en extérieur,
on voit que je suis pratiquement tangentiel. Mes cernes annuelles sont pratiquement parallèles à la surface de coupe. Et donc, on va avoir 2 fois plus de retrait sur cette dimension-là que sur cette dimension-là. Quand on a le cœur dans un morceau de bois, il est obligé de fendre. Et donc, on va avoir assez systématiquement une fente comme ceci qui va se produire. Si le cœur est pile au milieu, il est probable qu'il y en ait une également de l'autre côté. Et puis là, comme on est à peu près tel que je l'ai dessiné à la même distance du haut, on aura également probablement une fissure ici. Le bois étant feignant, il va fendre où c'est le plus facile de fendre, c'est-à-dire à l'endroit où le cœur est le plus près de la surface. Donc il faut retenir que si on ne veut pas qu'une pièce de bois fende, il ne faut pas qu'il y ait le cœur dans sa section. Ce n'est pas toujours possible. Si on veut faire par exemple une poutre où on ne veut pas voir de fente, une chose qui est toujours possible, c'est de donner un coup de scie sur la partie haute, ce qui fait que l'endroit le plus facile pour que la fente s'opère va être ici. Là, vous allez avoir un plancher au-dessus, ce ne sera pas visible et elle ne fendra pas sur les autres côtés. Donc sur cette rondelle, on voit bien que quand on a le cœur encore en place, eh bien obligatoirement, le bois, le tronc d'arbre et les planches, les madriers, etc., qui sont constitués à partir de ce tronc d'arbre, vont fendre. Et on ne peut pas l'empêcher parce qu'encore une fois, le retrait dans le sens des cernes est 2 fois plus important que dans le sens perpendiculaire aux cernes. Toujours pareil, du bois radial, du bois tangentiel. Si je prends une planche pour faire un plancher, mettons que je prenne une planche dans cette zone-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais la redessiner un petit peu plus. Sur ma planche, je vais avoir un côté qui est plus près du cœur, donc du bois qui est un peu plus radial que du côté opposé au cœur, où là je vais être un petit peu plus tangentiel. Et donc, je vais avoir pour le séchage du bois un petit peu plus de retrait en bas qu'en haut. Ce qui fait que ma planche va se déformer en bombant légèrement, comme ceci. Cette déformation est liée au séchage du bois. Mais si je fais un plancher, je vais avoir sous mon plancher peut-être une dalle béton. Et donc je vais avoir un côté qui est plus humide sous mon plancher que dans la pièce sur le plancher. Comme c'est plus humide, je vais avoir tendance à avoir l'inverse, c'est-à-dire le bois qui va gonfler en partie basse et donc qui va augmenter un petit peu de dimension par rapport au côté haut. Du coup, lié à cette différence d'humidité, je vais avoir une déformation inverse qui va être plutôt comme ceci. On comprend l'importance de la règle qui s'énonce comme ceci, côté cœur, côté sec. Il va de soi que si on mettait le côté cœur en bas, la déformation liée au séchage du bois s'ajouterait à la déformation qui est liée à la différence d'humidité entre les 2 faces de mon morceau de bois. Du coup, la déformation, les 2 déformations s'ajouteraient, alors que quand on met le côté cœur, côté sec, les 2 déformations s'annulent.